je me promenais dans la rue et c'était des enfants plus vieux que moi qui m'arrêtaient dans la rue pour me dire que j'étais laide ou pour me demander si j'étais un garçon ou une fille. Et à l'école, mon Dieu, on riait de moi à cause de parce que je louchais d'un œil. Après que je l'ai vu revenir 2-3 jours de fil à pied, j'ai posé la question. Il a fini par me dire que les enfants ne voulaient pas l'empêcher de monter dans l'autobus parce qu'il était laid. Si on dit aux jeunes « t'es fit, t'es une tapette », puis on lui répète ça régulièrement à tous les jours, 4-5 fois par jour, sur une période d'1 an, 2 ans, il y a des agressions comme ça qui envahissent la personne, puis ces jeunes-là sont tellement envahis, souvent qu'ils ne veulent pas en parler. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Nous abordons cette semaine un problème de plus en plus grave dans nos écoles et qui parfois prend des proportions dramatiques. Le bullying, ou si vous préférez, l'agression violente que subissent les élèves rejetés par les autres. Et une nouveauté cette semaine, la possibilité que vous puissiez, à la fin de l'émission, discuter du sujet de la semaine avec nous et nos spécialistes par le biais d'un clavardage, qu'on appelle aussi un chat sur Internet. Si vous avez des enfants, vous savez que la rentrée scolaire peut être une période très excitante. Mais pour certains élèves, c'est le commencement d'un véritable calvaire. On les appelle communément les rejets, ces enfants qui, à l'école, sont persécutés par les autres. On a longtemps cru que la méchanceté des enfants était inoffensive. Mais depuis les tueries survenues dans certaines écoles, on a commencé à prendre très au sérieux ce problème. En anglais, il y a un mot pour décrire le phénomène, le bullying. Il n'existe pas encore de traduction en français, ce qui n'empêche pas des milliers d'élèves de souffrir en silence. On arrive le matin à l'école, on a déjà peur, on a mal dormi, on a l'estomac en boule. On sait qu'il y a un petit méchant qui est là, qui est quelque part, qui attend. Moindre chose que tu feras, que tu sois un peu plus blanc ce matin-là, que tu sois mal peigné, que tu t'aies mis un peu d'eau de Cologne, que tu sentes un peu l'ail, que tu aies été à la télé, etc. Et il attend le moment pour te persécuter, pour te battre, pour te donner un coup de poing dans le ventre, te voler tes affaires, détruire ce que tu fais. Tout est bon. Il fait une carrière internationale. Il est une des plus brillantes étoiles de notre firmament musical. Il semble déborder de bonheur. Qui pourrait soupçonner qu'Alain Lefebvre fut un enfant exclu, battu, un rejet? J'avais tellement peur d'aller à l'école que je m'endormais pas. C'était la peur d'être battu. Qu'est-ce qui vous arrivait? Est-ce qu'on vous battait réellement? Si on me battait, on me plantait. Lefebvre, on te plantait. C'était français. C'était une loi. Le grand du cauchemar a été quand même de l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. D'origine française, arrivé au Québec à l'âge de 3 ans, Alain commence très jeune à étudier le piano chez les religieuses. Il est très doué, mais à son grand malheur, il est aussi petit, il a un accent. Sa mère fait de la cuisine un peu trop parfumée à l'ail. Il devient très vite le souffre-douleur dans toutes les écoles qu'il a fréquentées. Alors, comme j'avais du succès, vous savez, j'étais un petit peu à la télé, je gagnais les prix du concours du Canada, j'étais un peu... Plus j'avais des succès... alors moi, ce que je faisais, c'est qu'à l'école, j'essayais d'être le plus mauvais des élèves. Parce que si j'étais bon à l'école, c'était encore pénalisé. Si les petites filles me trouvaient gentil, j'étais pénalisé. Alors, j'étais constamment pénalisé. Et inutile de compter sur les profs pour le protéger. Le petit Lefebvre fait rire tout le monde, autant s'amuser un peu. Moi, je me rappelle d'une scène terrible. J'étais à Notre-Dame-de-Grâce. Il y avait un professeur elle se reconnaîtra peut-être, mais ça ne me dérange même pas du tout d'en parler. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Et vous savez, j'avais des très grandes oreilles, petit. J'avais les oreilles décollées un peu. Alors, bon, j'étais, encore une fois, j'avais vraiment pas grand-chose pour moi. Alors, il y a un enfant dans la classe qui dit « Hey, le porte-avions, il va faire son... » Et là, la classe s'est mise à rire. Alors déjà, t'as 10 ans, la classe se met à rire. Et le professeur n'a pas trouvé mieux que de rire à son tour. Et à un moment donné, des petites brutes, des petites terreurs m'ont pris et m'ont asséné quelques grands coups de pied dans mes parties
dite délicate. Et là, j'ai tellement eu mal, j'ai tellement pleuré que je me rappelle, je me roulais dans la cour d'école, les enfants se moquaient de moi. Il y en avait un ou deux qui voulaient me pisser dessus. Excusez mon langage, mais c'est des souvenirs qui sont encore très là. Et là, moi, je suis devenu fou parce que... Et c'est là que j'ai voulu tuer ces petits gars-là. Et la seule fois où je me suis défendu, je me suis retrouvé au poste de police parce que j'étais inarrêtable. Un cas unique, Alain Lefebvre? Oh non. Des milliers d'enfants souffrent en silence dans nos écoles. Les rejets, les pas bons, les pas comme les autres. La douleur d'un enfant, l'angoisse d'un enfant qui sait qu'il va être battu ou on va se moquer de lui est aussi grande que n'importe quelle douleur. Le pire souvenir, c'est d'être tellement mal, de plus savoir comment marcher, de plus savoir où me mettre, de plus savoir quoi dire, que de toute façon, je suis jugée d'avance, que je dirais n'importe quoi, ça ne marcherait pas. Et plus je m'affirme, pire c'est. Parce que si je m'affirme, on me rejette. Alors c'est ça, c'était de vouloir être comme tout le monde et pour en venir un jour à dire, bon ben, je veux qu'on me fiche la paix, je veux qu'on me voit plus, je veux disparaître. Puis je veux disparaître, c'est mourir. Quand on trouve une note de sa fille, puis qu'on trouve pas sa fille, qu'on cherche dans toute la maison, j'ai comme paniqué quelques minutes, puis je me suis assise sur mon balcon dehors, puis je me suis dit, bon, je suis Maryse, je suis triste. Où est-ce que j'irai me cacher pour en finir? J'ai fini par la trouver dans un champ, justement près de l'arbre où on avait mis sa bicyclette. Ça a été difficile. Ça s'est produit à plusieurs reprises, entre 13 ans et 15 ans, je dirais. Puis la dernière fois, je lui ai dit que si elle pensait vraiment que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse, qu'elle pouvait plus continuer, si elle pensait réellement que c'était ça, que la prochaine fois, je la laisserais aller. Je me souviens très bien, j'avais pris 15 pilules, une pour chaque année de ma vie. C'était un peu dramatique, mais c'était ça. Puis je me suis retrouvée en route là, à me rendre à l'hôpital, à me dire je sais pas si je vais m'en sortir, puis avoir des tremblements, être à l'hôpital, puis à me dire aïe aïe, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Puis c'était plus un appel, c'était plus pour qu'on m'aide, c'était plus pour... c'était la seule façon pour que les jeunes et les adultes, j'exclus mes parents parce que mes parents savaient ce que je vivais, que les jeunes réalisent que j'étais vraiment pas bien. 5 tentatives de suicide au début de l'adolescence, tant le rejet et le harcèlement étaient insupportables. Tête de turc, souffre-douleur, Maryse Loca a été pendant toute son enfance une victime typique de bullying. Pourtant, les sévices qu'elle a subis ressemblent à première vue à un simple jeu d'enfant. Le plus loin que je me rappelle, c'est quand je me promenais dans la rue et c'était des enfants plus vieux que moi qui m'arrêtaient dans la rue pour me dire que j'étais laide ou pour me demander si j'étais un garçon ou une fille. Et à l'école, mon Dieu, on riait de moi à cause de parce que je louchais d'un œil. Puis là, on pointait du doigt, on riait de moi, on faisait des jeux de mots avec mon nom, on me poussait. C'était comme une sorte de persécution, là, tu sais, on me poussait dans la cour d'école, on me suivait dans les corridors, on cachait mes choses, on me donnait beaucoup d'attention quand, dans le fond, j'aurais juste voulu avoir la paix. Souffrant d'un léger strabisme, toute frêle, Maryse était d'abord et avant tout différente des autres.
Une différence qui dérange, une différence qui, chez certains, provoque les plus bas instincts. Impitoyables, acharnés, certains enfants n'en finissaient plus de se moquer d'elle, de cacher sa tuque, ses mitaines, de déchirer ses dessins, de l'exclure du groupe. Les plus acharnés se sont rendus jusqu'à chez elle pour suspendre sa bicyclette sur un arbre, question de s'amuser un peu. Quand on lui a dit qu'elle ne pouvait pas prendre l'autobus scolaire parce qu'elle était trop laide, ben écoutez, après que je l'ai vue revenir 2-3 jours de fil à pied, je lui ai posé la question. Elle a fini par me dire que les enfants ne voulaient pas l'empêcher de monter dans l'autobus parce qu'elle était laide. Bon. Elle avait long à faire de chemin? Un petit peu plus qu'1 kilomètre. La mère de Maryse a accompagné sa fille tout au long de ces 12 années d'enfer, le plus souvent impuissante. J'ai vu ma fille être détruite tranquillement. C'est tellement évident. Je la voyais perdre confiance en elle tous les jours. Je suis allée souvent dans les écoles ou les rencontres de parents, puis je parlais de ce problème-là des enfants, parce que j'imagine qu'elle n'était pas la seule, là. Je parlais de ça, je le disais, je l'exprimais. On me disait toujours la même chose, mais non, c'est une phrase que je peux plus entendre, là. Je vais vous la dire pour la dernière fois, je ne dirai plus dans l'entrevue. C'est juste des enfants, c'est pas grave. C'est pas méchant. Voilà une des écoles que Maryse a fréquentées, Saint-André-Apôtre, dans le quartier antique. C'est ici qu'elle a passé les pires années de sa vie. Et ici, comme ailleurs, le problème a été minimisé, à la limite complètement nié par la direction. J'étais vraiment à l'écart. Ça, c'est... Je me rappelle encore, puis encore aujourd'hui, quand je passe à côté d'une cour d'école, j'ai tout le temps peur de voir un enfant qui est tout seul, parce que c'est quelque chose, c'est très dur à vivre. Voilà Maryse à 16 ans. Après sa dernière tentative de suicide, sa mère a accepté de la retirer de l'école. Le supplice est terminé. Elle n'a pas fini son secondaire, peu importe. Elle finira plus tard à l'éducation aux adultes. Aujourd'hui, à 30 ans, elle est conceptrice de costumes pour le cinéma et le ballet. Ici, avec son amie, la chorégraphe Nancy Leduc, elle prépare un nouveau spectacle. Son passé a-t-il laissé des traces? À la voir, on dirait que non. Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Je pense un petit peu. Je peux le voir de l'extérieur, là, même si ça ne veut pas le montrer. Je pense que ça fait encore un peu partie de sa vie. Mais elle a su prendre cette énergie-là puis la canaliser pour donner quelque chose de beau. Oui, exactement. 12 years of violent verbal slashing. Subir la violence verbale pendant 12 ans, c'est infernal. Cette femme ne s'en remettra jamais complètement. Elle vivra avec cette blessure pour toujours. J'ai des patients de 50 ans qui pleurent en me racontant le harcèlement qu'ils ont subi enfant. Mordue de course automobile, peintre et animatrice de radio à 16 heures, Lauren Woodhouse n'est pas une psychologue tout à fait comme les autres. Spécialisée dans le traitement de la violence chez les enfants et les adolescents, elle est aussi l'auteure de 9 livres. Le dernier, Shooter in the Sky, est une fiction basée sur des centaines d'entrevues avec les ados. Il raconte l'histoire d'un jeune qui massacre plusieurs élèves de son école après avoir tué ses parents. Bullying results in either violent acting out, le bullying peut provoquer chez la victime des comportements violents, destructeurs. suicide. Souvent, il mène au suicide. Et tous les enfants qui ont tué ont d'abord été victimes de harcèlement. That child has been bullied. That is the direct connection to American children and Canadian children. Au lendemain de la pire tuerie en établissement scolaire de l'histoire des États-Unis, les familles, les amis et la communauté ont du mal à s'expliquer la cause d'un tel massacre. Le suspect, un garçon de 15 ans, souvent ridiculisé pour sa petite taille, se vantait de posséder des armes à feu. Des fois, ça m'arrive que les personnes que je tue là, c'est des personnes qui me laissaient en laisser pour compte en rejet. Des personnes que j'haïs puis qui me font suer puis qui sont méchantes avec moi. Erika a 20 ans aujourd'hui.
Toute sa vie, elle a été un enfant et une adolescente rejetée, exclue. Elle n'a pas de problème à comprendre pourquoi certains enfants harcelés finissent par tuer. Bordel! C'est vraiment une idée extrême, mais honnêtement, je veux pas être méchante, mais oui, je le comprends. Oui, je le comprends d'avoir fait ça. Je sais que c'est un geste ben, je juge, là. Je sais que c'est un certain point, c'était un peu quand même un geste assez dégoûtant, merci, mais je le comprends, je suis désolée, mais quand on se fait rejeter, c'est vraiment dur pour soi, là. Ça fait mal, t'as de la peine, tu te sens mal, t'as carrément presque plus d'estime quand personne veut se tenir avec toi. Tu te dis, qu'est-ce j'ai pas correct? Je suis désolée, mais le gars, si je le verrais aujourd'hui, bon, j'étais comme, oui, tiens-toi à 10 pieds de moi, mais je dirais, je te comprends. Erika, ce qui l'a sauvée, c'est l'écriture. Des centaines et des centaines de pages depuis plus de 10 ans. Des journaux intimes, des lettres, des poèmes. Mais il y a des poèmes, mais il y a surtout des lettres de révolte contre mon ancienne école, parce que j'haïssais, je peux dire le nom, là, Reine-Marie, ça se pouvait pas, là. C'est qui, Reine-Marie? C'est mon ancienne école, mon école secondaire, puis j'haïssais ça. Il y a des fois où je pensais demander au prof pour aller aux toilettes, pour pleurer. J'ai pensé plusieurs fois aller voir madame, je suis allée aux toilettes, puis broyer une tasse. Mais j'ai broyé, là. Ça a toujours été dur, surtout quand j'avais des humiliations publiques. Tout était mieux que de garder la blessure au fond de soi sans l'exprimer. Jusqu'à la poupée bout de chou à qui elle a pris l'habitude de se confier depuis l'enfance. Tout un cahier à ma Louise, tout à cette poupée-là. J'ai des paquets de poèmes. Être rejeté, ça voulait dire quoi? Ça se manifestait comment? Ça veut dire ça veut dire que personne veut se tenir avec toi, tout le monde rit de toi, tout le monde te trouve ridicule, tout le monde te dit des insultes. Quel genre d'insultes as-tu entendu? Que j'étais une débile mentale, que j'étais laide, que j'étais conne, que j'étais bitch, microbe atomique. Un jour, voyant sa détresse, un de ses professeurs est intervenu en l'invitant à parler devant toute la classe. Quand vous me dites « Oh, on a déjà commencé notre travail ensemble, là. Oh, mais là, on veut juste rester nous deux, là. » Ou des cochonneries de même. Je vous crois pas. C'est des mensonges inventés pour m'éviter. Carrément. Puis là, j'ai continué. Je me sens comme ça, moi, quand vous me laissez de même. Puis ça m'attriste, puis j'aime pas ça. Puis ça a amélioré la situation pour une semaine. On ne sait pas vraiment ce qui fait qu'un enfant est rejeté par les autres. Mais on sait que les oreilles décollées, un surplus de poids, un handicap, une timidité excessive, tout peut servir de prétexte. Le problème, c'est que les modèles à suivre sous peine de ne pas être acceptés par le groupe sont de plus en plus restreints et de plus en plus omniprésents. Erika, avec son Nintendo, sa poupée bout de chou et ses milliers de pages d'écriture, n'y correspond pas tout à fait. The pressure is worse for a girl. La pression est plus grande pour les filles. Il faut avoir le look, la voix, le bon maquillage, être belle. Si tu ne corresponds pas au modèle, tu risques à tous les jours de faire face à une sorte d'exil. Tu n'es rien. Je me demande si c'est normal de vouloir rester soi-même et que le monde nous accepte tel qu'on est. Je me le demande vraiment, là. Et la réponse? C'est non, on peut pas être soi-même. Faut se faire un façade, faut être un fake. On peut pas être soi-même parce que on dirait que ça choque. On dirait que le monde n'est pas capable de voir du vrai, du réel. Faut qu'on ait une petite façade, peut-être comme protection aussi. Elle se sent déchirée car elle a peur d'être humiliée et rejetée. Et même si elle s'est fait un bouclier, elle aime être avec le monde, non avec la société. Pourquoi faut-il être tout le monde entier alors qu'on n'est qu'une seule personne, avec des sentiments, un ego et une fierté, et qui résonne seule? La méchante Erika, l'affreuse et malheureuse. Une cour d'école, des jeunes qui se chamaillent, banal. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelles images.
Elles ont été filmées par une équipe de chercheurs de l'Université York de Toronto. 600 heures d'observation vidéo tournées avec des caméras cachées. Conclusion de l'étude, toutes les 7 minutes, un enfant se fait agresser dans les cours d'école au Canada. Seulement dans 4 cas sur 100, un adulte en est témoin. Responsable de la recherche, professeure de psychologie Deborah Pepler, est une des plus grandes spécialistes mondiales du bullying. Depuis 5 ans, dans le cas des enfants victimes, nous avons constaté la gravité du problème. Au Canada, de nombreux suicides sont le résultat d'une persécution prolongée. Ici et aux États-Unis, on a vu des garçons devenir justiciers. Ils apportent des couteaux et des armes à feu à l'école. Californie, Colorado, Alberta. Des scènes devenues presque banales à force de se répéter. Depuis quelques années, le sang coule de plus en plus souvent dans les écoles d'Amérique du Nord. Les élèves prennent les armes pour tirer sur leurs camarades. Selon les rapports du FBI et de la CIA, d'un bout à l'autre du continent, les tueurs ont un point en commun. Tous, presque sans exception, ont été d'abord victimes de bullying. En janvier dernier, un rapport choc préparé par la Children's Commission de la Colombie-Britannique concluait que le tiers des adolescents qui se suicident dans cette province ont été victimes de bullying. À travers le Canada, de plus en plus de suicides et de morts suspectes d'adolescents sont reliés à ce phénomène. Mais qu'est-ce qui fait que certains enfants deviennent des victimes, d'autres des agresseurs? Voilà une scène typique de bullying filmée par les chercheurs de Toronto. Visiblement, la jeune victime n'a aucune intention de s'enfuir. Well, I've asked children about that, and because it puzzles me as an adult. À cet âge, c'est tellement important de faire partie du groupe, d'avoir des amis. Les enfants m'ont expliqué que c'était mieux de faire partie du groupe, même s'ils sont harcelés, que d'être exclus. Qu'est-ce qui fait que certains enfants deviennent victimes, souvent des victimes chroniques d'harcèlement? Les victimes, en général, ne font pas partie du groupe, elles sont isolées. Parfois, ces enfants sont vulnérables parce qu'ils font de l'anxiété ou sont repliés sur eux-mêmes. Souvent, ils sont différents. Par exemple, ceux qui bégayent sont persécutés, ceux qui ont un handicap. Et les agresseurs, qui sont-ils? Les agresseurs subissent souvent la violence à la maison. Ils apprennent qu'avec la violence, on peut obtenir ce qu'on veut. Parfois, ce sont des enfants hyperactifs qui sont plus à risque de devenir des agresseurs. Attaqués verbalement ou physiquement, les victimes souffrent la plupart du temps en silence et les agresseurs sont rarement tenus responsables. Alexandre Beaulieu est en charge des programmes anti-violence à la Commission scolaire de Montréal. Le spectrum d'agression va de la simple brimade, c'est-à-dire on traite de nom un enfant, le gros, la montgolfière, ou un enfant qui a des lunettes, les cadieux, etc. Puis ça va jusqu'à l'agression physique, en passant par l'exclusion et l'extorsion. C'est sûr que la première agression qui est faite auprès du jeune, c'est une agression qui peut paraître anodine. Mais si on dit au jeune « t'es fif, t'es une tapette », puis on lui répète ça régulièrement à tous les jours, 4-5 fois par jour, sur une période d'1 an, 2 ans, puis sur une période qui peut durer toute son primaire. Donc, il y a des agressions comme ça qui envahissent la personne, puis ces jeunes-là sont tellement envahis, souvent qu'ils ne veulent pas en parler. On a un gros problème du côté des victimes à l'heure actuelle. C'est les jeunes victimes ne veulent pas parler de ce qu'ils vivent. Je voulais pas aller à l'école. Je voulais pas manger. Je voulais pas parler à aucune personne. C'est très triste cette situation et c'est difficile de comprendre.
Eric Gutenkunst n'avait que 11 ans quand il s'est retrouvé dans le point de mire d'un camarade de classe à l'école von Humboldt, une école privée de langue allemande située à Bedurfé. Premier de classe, Eric a l'air tout à fait dans la norme. Mais il est aveugle d'un œil. Qui sait, peut-être cet handicap presque imperceptible en a fait une proie facile pour son agresseur. C'était pousser, l'envoyer dans le mur, le mettre le pied pour une jambette, le cracher dessus. Il l'a déjà mordu plusieurs fois, pousser à terre sur les genoux, par en arrière, le pousser comme ça. Et beaucoup de fois dehors dans le terrain de jeu où les professeurs ne peuvent pas tous voir en même temps qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enfants et ça l'arrive. Mais il était très intelligent, l'autre garçon. Il faisait toujours ça pour que personne ne le voie et il est parti. J'essayais d'aller aux certains profs et leur dire, mais ils disaient que je devais le régler moi. Et j'ai essayé de lui dire d'arrêter, mais ça ne fait rien. Alors, une fois, mes parents ont entendu de quelqu'un d'autre dans ma classe que ça arrivait. Et mes parents ont essayé de parler avec le directeur, mais rien n'était réglé. Les agressions ont duré presque une année. Les visites de parents chez le directeur n'ont rien donné. Jusqu'au jour où Mme Gutenkunst fut appelée d'urgence à l'école. Eric venait d'être sauvagement battu. Eric est aveugle d'un œil, alors il l'a poussé. Il a tombé sur son bon œil et il lui a donné des coups de pied dans la tête. Et quand il avait fini, il a sauté dessus et il l'a mordu en arrière. J'ai crié pour le directeur et j'ai dit, regardez, je vous ai dit de faire quelque chose avant qu'il se fasse transporter par ambulance de l'école. Regardez-le maintenant, regardez qu'est-ce que j'amène moi à la maison. Il ne veut plus venir à l'école, il a peur d'aller à l'école. Et le directeur a essayé de me calmer et de dire « Oh, viens, on va rentrer dans le bureau, on va parler dans le bureau. » Et moi, j'étais plus consolable. J'ai dit « Non, c'est fini, on n'endure pas ça. » Je suis allée à la maison avec Eric, j'ai appelé mon mari et lui, il a dit « Va à la police et va au médecin. » Les personnes responsables règlent le problème dans un temps comme il faut, pas de juste laisser ça se rouler au moment que quelque chose de grave se passe. En rapportant le cas à la police, Mme Gutenkunst a eu une surprise. Le policier, qui au début a pris le cas d'Eric très au sérieux, avait soudainement changé d'attitude. Quand on lui a donné le nom de l'enfant, il a dit « C'est un nom étrange » et j'ai dit « Oui, c'est allemand ». Il a dit qu'est-ce qu'il fait son père ou quelque chose comme ça. J'ai dit, il travaille pour le consulat général de l'Allemagne. Il a dit, c'est un diplomate. J'ai dit oui, et il a échappé sa plume comme ça. Il a dit, on peut rien faire pour vous. Devant l'inaction du directeur de l'école et l'impuissance de la police, les Gutenkunst n'avaient plus grand choix. Ils ont envisagé d'envoyer leur fils suivre les cours accompagné d'un garde du corps. Mais finalement, ils ont préféré le faire changer d'école. Aujourd'hui, ils poursuivent l'école von Humboldt pour 66 000 $. Raison, non-assistance à leur fils en danger. Une première dans les annales de la justice québécoise et canadienne. Nos enfants devraient être en sécurité à l'école. Ils ne devraient pas aller à l'école pour avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pas comme ça. C'est la responsabilité des professeurs, le directeur, les gens qui travaillent dans l'école pour protéger les enfants. J'ai toujours essayé. Le matin, je me réveille puis j'ai pas le goût d'aller à l'école, pas tout. Je me réveille puis oh non, pas l'école. Une autre journée à me faire écœurer encore s'il y a du monde qui m'aime pas. Puis... Tatiana fréquente la polyvalente Pierre Dupuis dans l'est de Montréal. Ça fait des mois qu'elle est victime d'assaut de la part d'un groupe de filles de l'école. Ils me traitaient de chienne, de vache, puis de pute, puis de salope, puis... Ah, regarde, tu fais le coin de la rue, t'es sur le coin, t'es une pute, puis... Tu sais, tout le temps des choses comme ça. Est-ce qu'elles en venaient au cou aussi? Oui. Raconte-moi un peu. Mais, je me promenais sur la rue, puis ça me pognait par les cheveux, puis ça me pognait, puis là, je tombais par terre, puis ça me donnait des coups d'en face, ça me pognait la tête, ça me pétait la tête, par terre, là.
Quand je me levais le matin, je me disais à 9h, 9h moins quart, si je recevais un téléphone, j'avais peur que ce soit justement l'école qui m'appelle pour me dire « Bon, ben votre petite fille s'est fait battre en rentrant ce matin » ou « Ben non, quelqu'un l'a poussé en bas des marches ». Son enseignante m'a appelé pour me dire que, là, justement, elle m'a renvoyé à la maison. Puis, à cause qu'elle avait quelques petites difficultés avec d'autres, des petites voisines de classe. Puis, elle m'a dit, toute de go, elle dit « Savez-vous, M. Giguère, que votre fille est belle? » Je dis « Oui. » Mais elle dit « Ça y amène des petits tracas. » Je dis « Pardon? » Ben, je dis là, excusez, mais je suis pas pour couper ma fille à coup de lame de rasoir dans le visage, là. Plusieurs fois, Tatiana a été renvoyée chez elle pour sa propre sécurité. Finalement, l'école a décidé de la faire rentrer et de lui faire quitter la classe 15 minutes avant les autres. Je me suis jamais sentie en sécurité dans cette école-là. Je me promène encore aujourd'hui puis j'ai peur. T'as encore peur aujourd'hui? Ouais. De quoi t'as peur? Je sais pas, qu'il y ait du monde qui s'en remette encore contre moi pour rien, là, puis qu'à un moment donné, il me pogne par derrière. Mais Tatiana est loin d'être blanche comme neige. Comme beaucoup de victimes de bullying, elle a commencé à agresser à son tour. Je me suis battue une fois dans ma vie. Mais tu sais, pas une fois, mais la fois que je me suis battue, c'était sérieux, vraiment sérieux. C'est comme j'y avais fendu la tête puis j'y avais fait une côte. Là. C'est pour ça que j'aime pas ça me battre. Là. Je veux pas frapper quelqu'un pour que la police vienne chez nous après. Là. Pour que ça dégénère de même, je me dis que l'école a une responsabilité. Parce que je veux dire, c'est pas normal que ça prenne 1 an, puis qu'on me dise à moi, en plus, que M. Giguère, ça fait 1 an que ça dure. Bon, mais si ça fait 1 an que ça dure, faites quelque chose. L'école Pierre Dupuis a opté plutôt pour l'intervention de la police de quartier. 3 fois, le psychoéducateur en charge de Tatiana a fait venir les agents. La mère d'une autre jeune fille qui m'a appelé pour me dire que Tatiana, effectivement, avait un comportement de bully vis-à-vis sa jeune et elle ne comprenait pas pourquoi et elle voulait se demander quoi faire pour que ça cesse. On estime que près de 2% des enfants sont victimes et agresseurs à la fois. L'attitude à adopter face à ces jeunes doit tenir compte des agressions qu'ils ont subies. Les enfants nous arrivent parce qu'ils ont commis des délits, ils ont éclaté. Alors, des enfants qui ont subi ce bullying depuis des années, qui ont été battus, rejetés parce qu'ils étaient différents, finalement, il faut peut-être le reconnaître. Alors, ces enfants-là ont éclaté, ont commis des délits, ont fait des menaces aux autres, ont agressé les autres. Alors, ils nous arrivent en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Des cas semblables à celui de Tatiana, la juge André Ruffo en voit souvent. Pour elle, le bullying n'est pas une réalité inconnue. Il lui est arrivé de nombreuses fois de devoir juger des enfants qui ont commis des délits, mais qui au départ ont été des victimes. C'est quoi rendre justice pour un enfant qui a subi du bullying toute sa vie? Alors, c'est de prendre en compte le geste qu'il a posé, de reconnaître la gravité du geste lorsque ce geste est grave et de regarder qui est cette personne. Si on n'aide pas cette personne, on peut être certain qu'on le condamne à être de plus en plus en colère et que ses gestes soient de plus en plus spectaculaires. Mais je pense que le devoir du juge, dans son devoir de justice en délinquance, protéger la société, aider le jeune, c'est de reconnaître sa souffrance pour l'aider à être dans des situations où il ne sera plus victime de ce bullying. La direction de l'école Pierre Dupuis n'a pas voulu nous accorder d'entrevue, pas plus que l'école privée Alexander von Humboldt que fréquentait Eric. Rien de très étonnant. La majorité des écoles du Québec ignorent jusqu'à quel point le bullying est répandu et dommageable. Why can't you bring your own pens to school? You're always bugging me for stationery. Please, just leave me alone. You're making my life miserable. You can't handle the truth, you big bully! When I say give me money, you better give me money. No. Listen up here. If I don't get this money, I'm gonna punch you up. No, no getting money. Look at that size of you! You midget! And these kind of things happen quite often? Well, fairly often. Is that actually more walking between lessons, really?
which is occur when people walking down a corridor, they punch you in the side and trip you up and things like that and spit at you. Je l'ai soudoyé. Je lui ai donné 50 $ pour qu'il accepte d'y aller. Il disait « Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Je ne vais pas raconter à tout le monde mes problèmes. » Alors j'ai dit « Si je te paye, tu vas y aller? » Et il a dit « Oui. » Ça fait 3 ans que Joe Hallett se fait harceler à l'école. Des attaques répétées ont fait de lui une victime chronique. Mais Joe a de la chance. Il habite une petite ville en banlieue de Londres, en Grande-Bretagne, où la lutte contre le bullying est devenue une priorité. Situé dans cet élégant édifice en plein cœur de Londres, Kidscape est une des nombreuses organisations britanniques à but non lucratif qui aident les enfants harcelés et leurs familles. Imagine that there is a fog around you. And anything nasty that comes in, I was very skeptical when I first... J'étais très sceptique au début comme monitrice à Kidscape. Je me disais, une journée, 4 heures, c'est rien. Nous avons fait une recherche et statistiques à l'appui. C'est prouvé qu'une journée fait une énorme différence. Les enfants repartent plus heureux. Ils apprennent à partager et à exprimer leurs sentiments. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont normaux. Il avait un cellulaire. Un jour à midi, il quitte l'école et me téléphone pour me dire « Maman, je ne retournerai plus jamais dans cette école. » Désespéré, sa mère accepte qu'il reste à la maison pendant plus de 2 mois avant qu'il ne trouve une nouvelle école et que Joe ne se remette de ses émotions. Seule condition, il doit accepter de se faire aider. Aviez-vous peur qu'il abandonne ou qu'il fasse une bêtise? Je ne voulais pas y penser. Sur le questionnaire de Kidscape, il y a une question. Vous êtes-vous déjà blessé délibérément ou avez-vous pensé au suicide? Quand j'ai lu cette question, j'ai eu envie de pleurer. On refuse d'y penser, parce qu'on ne peut pas croire qu'une telle chose pourrait arriver à notre enfant. Suicide et meurtre d'enfants reliés au bullying, voilà ce qui a ébranlé les autorités britanniques. Les recherches ont démontré que chaque année, 1 million d'enfants sont victimes de ce fléau au pays de Harry Potter et David Copperfield. En 1999, le gouvernement de Londres lançait une politique nationale de lutte contre le bullying à l'école. Mais les changements ne se font pas du jour au lendemain et Joe Hallett a dû avoir recours à un organisme privé. La Grande-Bretagne est à l'avant-garde. Avec la Norvège et la Suède, elle est un des très rares pays où les programmes anti-harcèlement sont aujourd'hui obligatoires. 25 000 écoles d'Angleterre et du Pays de Galles y participent. Et voilà un vidéo spécial sur le bullying que le ministère de l'Éducation distribue dans les écoles anglaises depuis 6 ans. On a fait beaucoup de recherches et les médias en ont beaucoup parlé. Il y a eu des suicides reliés au bullying. Les gens et les politiciens ont été très affectés par ces suicides. Plusieurs ont commencé à s'interroger sur ce qui se passait. C'est arrivé en Norvège, au Japon et chez nous. Peter Smith, c'est monsieur anti-bullying par excellence en Grande-Bretagne. Professeur au prestigieux Goldsmith College de l'Université de Londres, il est l'auteur du document intitulé « Bullying, ne souffrez pas en silence », un guide d'action pour les écoles accompagnant le vidéo du ministère de l'Éducation, remise à jour en décembre dernier. Le professeur Smith n'a aucun doute. La volonté politique du gouvernement de Londres a un impact réel. Nous avons des preuves que le bullying a diminué depuis 7 ou 8 ans grâce aux efforts constants faits par les écoles et par les gouvernements successifs. Pour le moment,
Normalement, la méthode du ministère de l'Éducation est plutôt souple. Chaque école publique doit avoir une politique anti-harcèlement, mais libre à elle de la définir et de l'appliquer comme elle l'entend. Certaines écoles l'ont plus que d'autres. C'est le cas de l'école Grace, située dans une banlieue ouvrière de Londres, réputée pour sa clientèle plutôt dure. Tant qu'on n'a pas identifié le problème, on ne peut rien faire. Il faut donc instaurer un climat de confiance pour amener les enfants à s'ouvrir. Deuxièmement, quand les enfants nous font part de ce qui se passe, il faut que tout le monde réagisse de façon appropriée. C'est là qu'entrent en jeu la charte et la politique anti-bullying. Simple comme bonjour, la charte anti-bullying figure en bonne place dans l'agenda étudiant. Elle fait aussi partie du contrat des professeurs et du personnel de soutien. Elle explique qu'est-ce que le bullying et comment y remédier. Mais ce n'est pas tout. À l'école Grace, les caméras de surveillance sont braquées sur les endroits les plus névralgiques. Leur emplacement est déterminé par les sondages menés tous les 2 ans. Les profs qui y sont affectés à tour de rôle savent très bien faire la différence entre un simple jeu et le harcèlement. Pensez-vous que le jour viendra où le bullying disparaîtra complètement de votre école? Non, c'est impossible d'éliminer complètement le bullying de la société. Il y en a dans les familles, au travail, dans la rue. Les écoles sont le reflet de la société. La force de l'école, c'est l'impact positif que nous pouvons avoir. Voilà le message derrière notre politique. C'est possible de vivre sans harcèlement, sans torture, sans pression ni violence. On ne peut pas dire que les gouvernements nous fournissent beaucoup de ressources par rapport à ça. À la Commission scolaire de Montréal, on doit être à peu près les seuls à travers le Québec. Je ne suis pas sûr si on n'est pas les seuls à avoir pris un budget qui sert au budget général, qu'on appelle, et qu'on a spécifiquement utilisé pour ça. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'équiper nos professeurs, nos directions d'école, enfin nos intervenants sur le terrain, avec des nouvelles façons de fonctionner. Comment démêler les choses qu'on ne connaît pas. Robert Cadotte est conseiller à la Commission scolaire de Montréal et responsable de son comité anti-violence. La commission est la seule au Québec à prendre aussi au sérieux la violence à l'école. Pourtant, dans la plupart des établissements, le harcèlement passe encore inaperçu. C'était le cas des écoles fréquentées par toutes les victimes que nous avons rencontrées. S'il n'y a aucune intervention, ce n'est pas normal. Et nous encourageons nos directions à intervenir. Dans l'ensemble, les gens n'ont pas pris l'habitude encore. Et je dis les gens, c'est autant les professeurs que les parents que tout le monde, n'ont pas pris l'habitude de questionner. C'est long, questionner. Asseoir 2 étudiants puis te mettre à faire l'historique, des fois, ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein? Là, des fois, tu es pressé, il faut t'aller à ton cours, notre directeur a d'autres choses à faire, etc. Il faut une action très concertée des autorités scolaires, des autorités au niveau communautaire, des parents, à tous les niveaux. Il faut dire arrêtez de martyriser, puis le mot est très fort, puis je le choisis, arrêtez de martyriser ceux qui sont différents, ceux qui sont pas dans la gang, ceux qui sont pas comme vous. Mais vous savez, c'est un grand travail. On vient de le voir, l'école a une grande responsabilité dans le problème du bullying, mais les parents aussi. Mais comment faire pour aider son enfant s'il demeure silencieux? Il y a des indices. Par exemple, si votre enfant revient de l'école et qu'il a des ecchymoses, ou s'il lui manque des effets personnels, ou encore s'il est triste et ne veut pas retourner en classe, il pourrait être victime d'agression. Ou au contraire, s'il revient de l'école avec des effets qui ne sont pas les siens et qu'il parle avec mépris d'autres élèves, il pourrait être l'agresseur. L'important, selon les spécialistes consultés, c'est de faire parler ses enfants. Ici Radio-Canada.